Troisième séquence qui va être animée, une dépendance peut-elle en cacher une autre? C'est pas un train qui peut en cacher une autre, c'est une dépendance. Est-ce qu'on est dépendant aux phytos? Et si on diminue les phytos, on va voir naître d'autres dépendances, lesquelles, comment pouvoir les gérer? Justement, on va en parler au cours de cette table ronde. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Vial, qui va nous rejoindre, qui va monter sur scène. Il est maraîcher en Corrèze et il vient avec Jean-Claude Dufault qui le suit, qui est conseiller à la Chambre d'agriculture de Corrèze et ingénieur réseau en charge d'un réseau de maraîchage. On aura l'occasion d'en parler. Ensuite, Anne-Marie Cortesero. Elle est professeure à l'Université de Rennes dans une UMR avec l'INRA de Rennes, ainsi que Sophie Silvasi, qu'on a eu le plaisir d'écouter ce matin, ingénieure à la DGAL au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Lina Renel qui nous vient tout droit pour nous parler de la banane de Guadeloupe et de Martinique, les deux bien entendu. Elle est directrice technique en charge de la relation avec la production au sein du GPBAN, c'est l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, suivi de Maude Roblin qui est ingénieur d'études de l'ISA de Lille, qui nous rejoint, ainsi que Damien Rousselière. Damien Rousselière qui est là, voilà, qui est professeur d'économie à Agro Campus Ouest. Mesdames, si vous permettez, la première question sera pour Damien. On va parler un peu de tout ce qui est main-d'œuvre, parce qu'on a quand même senti que la main-d'œuvre, c'était peut-être une des dépendances qui pouvait arriver. Est-ce que les filières spécialisées, déjà, on va faire un petit constat, est-ce qu'elles sont gourmandes en main-d'œuvre? Est-ce que vous avez quelques chiffres pour rendre cela tangible? Damien Rousselière. Merci. Bonjour à tous. Oui, alors il y a des chiffres. On m'a appelé en tant qu'économiste pour donner des chiffres. Je ne suis pas sûr qu'ils parlent totalement à tout le monde parce que le problème peut-être dans les cultures spécialisées, c'est se méfier de la moyenne. Parce que c'est vrai que quand on regarde, en effet, quand on regarde dans le secteur arboricole, maraîchage, en moyenne, les entreprises de maraîchage et d'horticulture ont 4 unités de travail annuelles, donc 4 équivalents temps plein. Mais ça, c'est la moyenne, mais 80% des exploitations sont en dessous de cette moyenne, ce qui caractérise fortement ce secteur-là au regard des productions animales, par exemple. Et de même, dans le secteur d'arboriculture, on est plutôt à 3 en moyenne, et pareil, on pourrait dire la même chose. Donc à la fois, on a en moyenne des organisations qui sont plus grosses et beaucoup de très petites. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin, pour caractériser ça, c'est vrai que si on regarde tout simplement dans je dirais les charges d'exploitation, on est pareil à voilà, entre 45% et des choses qui vont de 15% à des filières qui sont très intégrées parce que l'essentiel finalement est dans les organisations collectives au maraîchage en circuit court, on est peut-être de l'ordre de quasiment 2/3. Voilà. Si on regarde un peu le type de main-d'œuvre, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Alors évidemment, on parle je dirais du chef d'exploitation, du chef de culture à l'opérateur sur place. Alors peut-être mes collègues pourront en parler également sur et puis les producteurs ici peuvent en parler sur leur exploitation. Après, est-ce qu'on a de la difficulté à caractériser au niveau national? On va plutôt répartir entre main-d'œuvre familiale et main-d'œuvre salariée. Et c'est vrai que l'essentiel, enfin voilà, on est peut-être voilà, sur ces 45% de charges, on est voilà 5% va relever de la main-d'œuvre familiale et le reste de la main-d'œuvre salariée, avec aussi une caractéristique qui est importante au regard des autres productions, c'est la moitié va relever de contrats précaires ou très précaires. Ça a été d'ailleurs l'objet d'un rapport là, il y a très peu de temps mis en place par l'INRA où voilà, le travail saisonnier, le travail, les main-d'œuvre mises à disposition, etc., est une composante essentielle. Ce qui explique aussi un autre élément, et c'est là aussi peut-être qu'on a de la difficulté quand on analyse, et je dirais du point de vue du producteur ou du point de vue du conseiller, c'est la très forte volatilité. Et ça, c'est une caractéristique aussi très importante. Faut regarder les chiffres dans les productions animales. Alors structurellement, ça baisse, et c'est une belle droite. Hein, voilà, on en perd 20% en une dizaine d'années. Dans le maraîchage et dans l'arboriculture, on a des fluctuations qui sont très importantes et beaucoup plus. En moyenne, c'est stable, mais
dans des très mauvaises années. Là, il y avait, je sais pas, 2012, 2013, on a une chute très importante parce qu'on va jouer sur les main-d'œuvre saisonnières, on va moins payer la main-d'œuvre familiale et forcément celle du chef d'exploitation, etc. Donc on a une fluctuation qui est beaucoup plus importante et c'est ça toute la difficulté à analyser le problème, quoi. Alors on le sait, la baisse des phytos va augmenter du moins sur certaines cultures, donc les besoins en main-d'œuvre. Est-ce qu'on sait le quantifier? Alors là, le rapport dont je viens de parler l'a dit, il n'y a aucun travail sérieux qui a été fait sur cette question-là. C'est vrai. Alors, donc peut-être avant de préparer, j'avais regardé l'ensemble des recueils de bonnes pratiques qu'avait mis au point le réseau Défi, notamment en arboriculture. Et c'est vrai que si vous regardez, dans la moitié des cas, vous avez plutôt un maintien des coûts de personnel, et dans l'autre moitié, vous avez une augmentation. Et donc, on est un peu dans cette situation-là. Alors, c'est vrai qu'avec des collègues, on avait fait de l'analyse coût-bénéfice sur l'étude 4e gamme, où, en effet, on voit qu'il y a une augmentation des coûts de production, de peut-être de 20%, et puis la moitié est imputable au coût du personnel. Voilà, on pourrait dire... Voilà, ça va dépendre très fortement de la technique utilisée, donc peut-être on parlera après. Alors pour donner un parallèle, en dehors des cultures spécialisées, j'animais un colloque donc, où il y avait les grandes cultures, et là la personne de l'ITB, l'Institut technique de la betterave, disait désherber un hectare de betterave, c'est 80 heures manuelles. Donc c'est pas une paille. Hein. Oui, tout à fait. Là, c'est d'ailleurs l'essentiel quand on regarde l'augmentation potentielle, et évidemment sur toutes les techniques alternatives au désherbage chimique et qui passent par du mécanique et de l'huile de coude. Oui, on a une augmentation d'une main-d'œuvre très importante. Donc ça augmente. Est-ce qu'on a la ressource en main-d'œuvre pour satisfaire le besoin technique ? Alors ça aussi, ça c'est peut-être... donc c'est vrai que la question était bien posée. Ça accentue peut-être ces questions-là de recrutement qui sont anciennes. Alors c'est vrai qu'en regardant pour préparer le colloque dans les années 90, il y avait des questions au Sénat sur comment on fait pour faire face aux problèmes de recrutement dans le maraîchage et l'arboriculture. Donc c'est très, très ancien. C'est d'autant plus problématique, évidemment, et ça a été un des éléments qui a été évoqué juste avant, c'est comment valoriser un certain nombre de travaux qui sont structurellement moins bien payés qu'ailleurs. Ça, c'est aussi une caractéristique très, très importante dans nos filières où 80-90% des salaires sont en dessous du salaire médian français. Donc, c'est vraiment une question importante. Donc, un point qui est important aussi, c'est accentué par le fait qu'on a des trajectoires, par exemple, de saisonniers dans l'arboriculture et le maraîchage, qui sont plutôt des trajectoires de passage. Et donc, il y a non seulement des problèmes de recrutement, mais des problèmes, évidemment, de renouvellement, une fois que les personnes sont recrutées, et voir comment ça va être performante dans les exploitations. Alors, si on n'a pas la ressource, on fait comment? On avait tourné une émission, on avait vu que dans des exploitations de carottes biologiques, on faisait venir des Guatémaltèques par avion, venir désherber 15 jours et repartir. L'impact environnemental n'était pas excellent, on va dire, globalement. Est-ce qu'on va aller de plus en plus dans des cas extrêmes comme ça? Est-ce qu'on va faire confiance aux robots pour faire le job? On voit comment le futur? Alors oui, il y a ces deux composantes. Je pense que dans l'agriculture de précision, on voit passer un certain nombre de projets qui sont explicitement sur cette dimension-là, alléger justement passer à du désherbage un peu automatisé de ce type-là, de mécanisé. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses comme ça qui existent sur cette question, en effet, de la main-d'œuvre, on va dire, détachée venant d'autres pays. Si on regarde un petit peu en perspective, alors c'est vrai qu'on a peu de choses. Ce qu'on sait de l'agriculture, on le sait finalement tous les 10 ans, et puis après c'est un peu au doigt mouillé et au cas par cas à chaque fois. Donc c'est lors des recensements agricoles, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'évolution du travail en agriculture, ce qui a quand même contribué qui contribue fortement et qui augmente fortement, ce sont aussi les structures collectives. Donc on va parler de groupements d'employeurs ou de CUMA, aussi les entreprises de travaux agricoles. Donc pour ceux qui
qui me connaissent, donc moi je travaille en effet plus spécifiquement sur justement comment les organisations collectives peuvent contribuer à améliorer la performance environnementale des exploitations. Et on voit en effet que sur depuis les années 2000, une montée en puissance d'un certain nombre de ce type de structures, peut-être je pense qu'il y a peut-être à regarder de plus près. Voilà, peut-être on en reparlera après. Damien, on le sait, la Terre est basse. Se baisser, ça peut créer des désordres fonctionnels. Dans le passé, il y en avait énormément. On a l'impression que les pouvoirs publics l'occultent, justement, cette pénibilité. On parle beaucoup de pénibilité. Je ne sais pas si je peux pas me mettre à la place des pouvoirs publics. Je peux regarder par contre du niveau des chercheurs ou des questions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas du tout étudié. Hein. Je me souviens, il y avait peut-être maintenant 7-8 ans, j'avais suivi un mémoire qui s'était posé cette question-là, sur la question ergonomique dans les exploitations en arboriculture, et d'essayer de faire que le travail soit moins pénible également. C'est vrai que la pénibilité, elle est très mal prise en compte. Hein. Alors, j'ai imprimé plein de chiffres éventuellement je pourrais vous les donner sur justement en quoi le maraîchage et l'arboriculture sont des secteurs dans lesquels en effet il y a beaucoup plus, quand on voit les déclarations auprès de la MSA, etc., ça se dégage mais vraiment fortement d'autres secteurs. Donc cette pénibilité, c'est vrai que c'est peut-être un impensé de l'ensemble. On voit bien l'intérêt de la réduction des pesticides pour la santé du consommateur et la santé de l'exploitant. La question de la pénibilité est également peut-être à prendre de manière plus sérieuse, quoi. D'accord. Merci pour d'avoir posé un peu les bases du débat. Je vous donne un micro de plus. Alors c'est une table ronde, vous pouvez à tout moment prendre tous les micros, interagir. Est-ce que vous souhaitez réagir déjà un peu sur cet aspect chiffres liés à la main-d'œuvre, à l'augmentation possible ou pas? Personne? D'accord. Jean-Marie Vial, vous êtes maraîcher en Corrèze. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre exploitation, Jean-Marie? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Jean-Marie Vial. J'ai été agriculteur toute ma carrière sur l'exploitation de mes parents avec mon épouse. Aujourd'hui, je suis arrivé au terme de ma carrière, mais ma fille a repris l'exploitation. Alors, nous avons une toute petite exploitation d'une 30aine d'hectares. Une grosse partie des surfaces est utilisée par mon gendre en élevage et hors de la production légumes. La production de légumes, c'est 1,5 hectare de culture de légumes et 3000 m² d'abri. Alors, ce sont des tout petits tonnages, mais nous vendons notre production au détail au marché de Brive. Alors, compte tenu du thème de la réunion aujourd'hui, je précise également que j'ai toujours protégé mes cultures en conventionnel, mais depuis une quinzaine d'années, nous avions décidé d'éliminer toutes les fois que possible les produits phytosanitaires en les remplaçant soit par des produits utilisés en bio ou des biocontrôles maintenant ou du sarclage, par exemple, pour l'herbe. Voilà un petit peu la présentation de mon exploitation. Et pourquoi vous n'êtes pas bio à 100%? Ah, mais ça, c'est assez simple. La principale raison, c'est que je ne connaissais pas les itinéraires bio. Également, quand on change ces itinéraires de culture, on va vers des coûts, des investissements nécessaires. Également, un risque. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des échecs complets sur une production et ça coûte de l'argent. Donc, pour ne pas prendre de risques, nous l'avons fait progressivement. Il y a également une deuxième raison, c'est que dans ma tête, je n'oppose pas le bio et le conventionnel. Pour moi, c'est le même combat. Le but n'était pas d'aller vers le bio, le but était d'aller vers des produits moins dangereux. J'ai été sensibilisé par ça pour deux raisons. Je fais de la vente au détail toute la matinée quand vous avez en face de vous des gens qui vous disent « est-ce que c'est traité ?» Donc déjà, ça vous interpelle. Également, on avait commencé ce transfert. Je fais des pommes de terre et l'hiver, à l'époque, nous les traitions avec des antigermes. Et lorsque je servais mes légumes au marché, j'attrapais une pomme de terre sur laquelle il y avait d'antigermes et après, vous attrapez une laitue ou un fruit. Et ça me gênait énormément.
Et c'est à partir de là que nous avons fait la démarche. Également, dans ma famille, mon gendre a eu un cancer. Il travaillait dans des plantations. Ça finit de vous sensibiliser par rapport à ça. Est-ce que vous avez baissé vos IFT? Vous avez quelques chiffres? Non, oui, j'en ai, mais j'ai pratiquement éliminé tous les désherbants. J'aime pas trop parler chiffres je n'ai pas de quantité à donner. Mais en termes de désherbage, donc j'ai que conservé le désherbage carotte parce que je ne sais pas comment faire autrement. Au niveau des fongicides, on a vraiment, j'ai ça en tête, donc on a dû diminuer de moitié à, par exemple, l'été, on a diminué de 3/4. Sur les tomates, sur les cultures sous abri, j'ai combiné parce qu'à chaque fois, je crois qu'il faut combiner plusieurs leviers pour arriver au résultat, sinon ça ne fonctionne pas. En tomates sous abri, je ne fais plus qu'un seul traitement contre le mildiou. Et également sous abri, on utilise la PBI pour nous aider. Alors, Jean-Claude Dufaux, vous êtes conseiller à la Chambre d'agriculture de Corrèze et ingénieur réseau défi. Vous êtes venu en voiture, je suppose, avec Jean-Marie? Oui, c'est ça. Vous avez covoituré, vous le connaissez bien. Quel regard vous portez, quelle analyse vous faites un peu sur l'évolution de Jean-Marie? Alors, j'ai proposé à Jean-Marie de venir témoigner ici sur la sollicitation de Cathy, parce qu'il est dans le réseau défi depuis 3 ans, ce réseau que j'anime donc sur le territoire de la Corrèze. Alors, l'analyse que j'en fais, cette réduction, on a voulu mettre des chiffres, mais on ne voulait pas qu'ils soient trop précis parce que la rotation est longue sous abri et on ne fait pas succéder forcément les mêmes cultures qui n'ont pas les mêmes IFT. Donc, mais on a dépassé les 50% de réduction. Hein, bon, comme on ne s'était pas mis d'accord sur la rotation qu'on voulait retenir, mais je donne une grandeur. On était à 8 d'IFT avec des rotations salade, tomates et d'autres cultures intermédiaires. Et là, on est à 3. Donc, ça dépasse. Cette diminution des IFT, c'est le fruit d'une volonté. C'est le fruit aussi d'une réflexion poussée par Jean-Marie, que j'accompagne. Ce n'est pas moi qui lui dis « voilà ce que tu vas faire ». On réfléchit ensemble. Et c'est le fruit aussi d'une compétence technique. Hein, bon, la volonté, elle a été alimentée, Jean-Marie vient de le dire, par un contexte, des diminutions de molécules disponibles, des attentes de la clientèle, d'une prise de conscience aussi de la dangerosité des produits utilisés vis-à-vis de l'environnement, mais vis-à-vis de la santé du client, mais aussi du producteur, de l'utilisateur. Après, au niveau de la réflexion poussée, effectivement, on ne change pas une pratique sans aller jusqu'au bout de la réflexion, parce que derrière, il y a une prise de risque. Voilà. Et ensuite, la compétence technique, c'est-à-dire qu'en face, il faut savoir envisager un autre outil pour désherber, il faut savoir l'incidence d'une autre pratique, passer du semis à la motte, etc. Donc, ce qui m'intéresse dans l'exemple de Jean-Marie, c'est que c'est un ancien, j'allais dire un vieux, non, un ancien maraîcher. Et toute sa carrière l'a aidé à acquérir de la compétence pour pouvoir changer aujourd'hui. Et on est où là? On a traversé la rivière, on est au milieu. Est-ce que les curseurs ont été poussés à fond? Alors, question difficile, hein, les curseurs à fond, on ne sait pas de quel curseur on parle. Hein. On a évoqué le curseur du risque. Le risque est important. Le curseur technique, on voit que des nouvelles techniques arrivent un peu tous les jours. Elles ne sont pas toutes éprouvées pour l'instant. Donc, sauter sur des techniques tout de suite, notamment les produits de biocontrôle qu'on évoque régulièrement en termes d'efficacité. Et puis le curseur économique. Voilà, il y a une notion, moi, que je trouve importante, c'est que le premier facteur de durabilité des activités, c'est quand même la durabilité économique. Et il faut assurer le résultat si on veut durer, quoi. Donc, pousser le curseur au-delà du risque économique, c'est... Donc, les curseurs n'ont pas été poussés jusqu'au bout.
Mais voilà, c'est la prudence caractéristique des agriculteurs. De Corrèze. Non, non. De façon générale. Bon, merci, merci Jean-Claude. Juste à vos côtés, Anne-Marie Cortesero. Vous êtes professeur à l'Université de Rennes, dans une UMR avec l'INRA de Rennes, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les sujets sur lesquels vous travaillez? Parce qu'on va s'intéresser à certains. Oui, bonjour. Merci déjà pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu jusque-là. Et j'aurai d'ailleurs, à la fin, s'il y a le temps, une question globale, mais voilà, on verra. Donc, mes travaux. Je travaille depuis fort longtemps sur les interactions plantes-insectes. Et si je cherche à trouver un fil conducteur entre tous mes travaux, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est les défenses des plantes, c'est la façon dont les plantes vont se défendre vis-à-vis de ces agresseurs que sont les insectes phytophages. Et donc, comme vous le savez certainement, ces interactions entre les plantes et les insectes sont très anciennes, si on prend les choses d'un point de vue évolutif. Et les plantes sont là parce qu'elles ont réussi à se défendre vis-à-vis de ces agresseurs particuliers. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment elles se défendent. Ce qui se passe, c'est que, s'agissant de culture, bien, depuis quelques temps, on a essayé de faire autrement, notamment avec les pesticides, qui étaient des armes vraiment très très puissantes, très très intéressantes. Et donc on a oublié ces défenses qui existent chez les plantes. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir comment les plantes peuvent se défendre. Elles peuvent se défendre de différentes manières. Elles peuvent être plus ou moins attractives pour les insectes, puisque les insectes vont chercher ces plantes soit pour se nourrir directement, soit pour pondre et que leurs descendants se développent sur ces plantes. Donc il va y avoir une sorte de dialogue, notamment chimique, entre les plantes et les insectes. Et ce dialogue chimique m'intéresse. Donc je m'intéresse aux signaux qui vont attirer plus ou moins les insectes sur les cultures, aux signaux, ou sur les plantes en général, aux signaux qui vont faire que ces insectes vont plus ou moins consommer la culture ou plus ou moins pondre sur cette culture ou sur cette plante. Et puis je m'intéresse également aux défenses qui sont dans la plante et qui vont faire que l'insecte va plus ou moins bien manger, tolérer ce qu'il va manger, ou que la larve, par exemple, va plus ou moins bien se développer. Donc je m'intéresse à tous ces mécanismes qui peuvent être assez compliqués. Je m'intéresse également au recrutement des auxiliaires, donc les prédateurs et les parasitoïdes qui vont utiliser le même langage, notamment chimique, pour venir, eux, chercher des hôtes ou des proies sur les plantes. Et donc à travers ces mécanismes, en fait, s'agissant de plantes cultivées, mais on peut se dire qu'on a potentiellement un certain nombre de leviers qu'on peut activer pour essayer de trouver d'autres moyens de contrôler ces insectes qui sont assez embêtants. Donc je travaille sur un panel assez large d'insectes, mais quoique, puisque finalement, quand on cherche ces mécanismes, on est toujours obligé de se spécialiser un petit peu, puisque chaque plante fonctionne d'une manière particulière. Et donc je travaille plus sur les brassicacées depuis une vingtaine d'années, on va dire, les brassicacées, qu'elles soient légumières ou également grandes cultures, puis je travaille également dernièrement sur le colza, mais je m'éloigne un petit peu parfois de ces brassicacées. Quand on parle de relations plantes, donc insectes ou ravageurs, est-ce que c'est des signaux faibles, c'est-à-dire qu'on ne s'en intéressait pas parce qu'on avait les pesticides avant, ou est-ce que c'est des signaux qui sont peut-être faibles mais qu'on pourra amplifier et mettre en œuvre ? Alors les signaux ne sont pas faibles pour les insectes parce qu'eux, ils sont sélectionnés et ils ont des outils très très puissants pour percevoir ces signaux. Donc eux, ils arrivent très très bien à les percevoir. Ce qui se passe, c'est que ce qui est difficile, c'est de les maîtriser. Parce que c'est pas juste, par exemple, si on prend des aspects olfactifs, c'est pas juste il y a une odeur qui va faire que tel insecte va venir sur telle culture à tel moment. C'est plus compliqué, donc c'est souvent des choses qui sont difficiles à manipuler au niveau de la plante. C'est pas juste un contrôle avec un gène qui va contrôler l'attractivité, par exemple. C'est un ensemble de choses, et c'est ça qui fait que c'est assez compliqué. Ce qui complique également énormément les choses, c'est que les insectes font des choix. Donc on parlait des neurones, des pucerons tout à l'heure, mais c'est vrai que les insectes sont beaucoup plus intelligents, entre guillemets, que ce qu'on voulait bien croire au départ. Et ils sont capables d'apprendre un certain nombre de choses, de faire des choix relatifs. Ce qui fait que si on passe de cette perception et de ces mécanismes
à l'expérimentation qu'on va faire derrière, eh bien, elle est compliquée. Elle est compliquée et puis c'est souvent insatisfaisant parce que, certes, on va mettre le doigt sur un mécanisme qui marche très très bien, mais il va être impacté par d'autres éléments qu'on peut avoir qui peuvent être d'origine environnementale ou qui peuvent être d'origine biologique, donc des interactions biotiques qui vont faire que ce qu'on a bien décrypté au laboratoire, ben, quand on va au champ, par exemple, ça ne marche plus du tout. Donc c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'opposais ces mécanismes, pour moi compliqués, à l'utilisation des pesticides qui est relativement simple. On a souvent une molécule qu'on va mettre à un moment donné. On ne va pas trop se poser de questions et ça va marcher. En tout cas jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'un certain nombre d'insectes aussi s'adaptent en devenant résistants. Donc il y a aussi de la complexité. Alors, il y a des termes un peu nouveaux, stratégie push et pull. Stratégie push et pull. Donc ça c'est des stratégies qui sont un petit peu à la mode en ce moment, j'ai l'impression, mais qui découlent de travaux sur justement la compréhension des mécanismes d'interaction entre les insectes et les plantes, et qui découlent aussi de travaux qui ont été faits sur le maïs, les ravageurs du maïs au Kenya, et qui ont pu mettre en évidence un certain nombre de leviers qu'on pouvait activer dans ce type de culture. Donc push-pull, c'est assez simple. En fait, la stratégie consiste à maîtriser un petit peu cette interaction et cette approche de l'insecte vis-à-vis de la plante. Donc trouver soit des signaux, soit des plantes qui vont émettre des signaux qui vont être négatifs vis-à-vis de l'insecte et donc le repousser, push, de la culture. Donc on va mettre soit une plante en même temps que la culture cible, soit une odeur, si on a réussi à identifier une odeur particulière, soit un composé qui va empêcher la ponte de l'insecte, donc on va le repousser. Mais comme je vous le disais, les insectes sont intelligents, et donc si on les repousse de là, ben, ils vont aller à côté, et ils vont peut-être aller chez le voisin, par exemple, ça peut être intéressant. Mais globalement, ça ne fonctionne pas très bien. Donc il faut aussi les attirer ailleurs, et aussi pour qu'ils ne s'adaptent pas, parce qu'ils vont être repoussés, mais généralement, leur propre survie, ou finalement la survie des générations ultérieures dépend de ce choix qu'ils vont faire. Et donc c'est pour ça qu'on va également mettre dans le système une composante pull, où on va mettre à disposition de l'insecte une culture qui va être, elle, très très attractive, et si possible, qui va d'une manière ou d'une autre piéger l'insecte. Donc elle peut piéger l'insecte dans le cas du dispositif qui a été mis en place au Kenya. Donc c'est une plante qui attire fortement les papillons ravageurs du maïs, mais qui ne permet pas le développement des larves. Donc là c'est magique, ils vont tous sur cette plante et ils n'arrivent pas à se développer, donc ça réprime les populations. Ça ne marche pas toujours comme ça. On peut aussi, dans cette composante pull, faire appel à des ennemis naturels. Donc on peut avoir des plantes qui sont attractives pour les ravageurs, mais également très attractives pour les parasitoïdes et les prédateurs, qui vont limiter donc le développement des populations. Et on peut imaginer tout un tas d'autres stratégies pour limiter finalement l'inoculum qu'on va créer avec cette composante pull qu'on va mettre dans le dispositif. Mais c'est vraiment une stratégie qui repose sur la compréhension finalement du fonctionnement des insectes qui vont s'adapter, et c'est d'un côté les empêcher de venir quelque part, mais leur donner un moyen par ailleurs, et donc jouer sur plusieurs éléments pour éviter qu'il y ait une sélection trop rapide des comportements et que ce soit contourné trop rapidement. Alors on se rend compte que c'est complexe, on se rend compte qu'on a besoin de connaissances, on se rend compte qu'on manque de connaissances. Je ne remets pas du tout en cause vos travaux, mais est-ce qu'on se donne les moyens réellement de satisfaire les attentes que l'on doit avoir dans ce domaine ? Alors on se donne les moyens, oui, non. La recherche est assez active. On le voit donc par rapport à ces stratégies push-pull, il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent en France notamment. Mais c'est compliqué, et puis rapidement, finalement, on va devoir faire appel à différentes disciplines, à différentes spécificités. Tout le monde n'est pas forcément prêt à s'engager dans des travaux appliqués. Quand on est chercheur, vous savez qu'on est beaucoup évalué par la publication. Les publications qu'on arrive à faire dans le domaine appliqué sont historiquement souvent un peu moins bien cotées que les publications qu'on peut faire dans des choses beaucoup plus pointues. Donc ça peut être un élément qui va faire une décision par rapport à un chercheur qui va s'engager ou pas. La grosse difficulté qu'il y a également, même si on a la meilleure volonté du monde et qu'on veut contribuer à mieux réguler ces problèmes d'insectes, par exemple sur les cultures, c'est aussi qu'on en a parlé un tout petit peu ce matin, mais pas énormément, mais si on travaille sur le terrain, on va être confronté directement au climat et au changement climatique. C'est-à-dire qu'on va faire des expérimentations sur le terrain. Une année, ça va faire quelque chose. L'année d'après, les conditions vont changer, on va avoir un autre résultat. L'année suivante, encore autre chose. Ce qui fait qu'on est obligé de travailler pendant des années assez longues avant de sortir quelque chose qui soit robuste. Et donc voilà, ça prend du temps. Donc je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, parce que je suis partie dans différentes directions, mais voilà. C'est complexe, ça prend du temps et c'est pas gagné.
Ouais, il faut y aller. Sophie Silvasi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est au début d'une histoire en matière de biocontrôle ? Il y a beaucoup d'empirisme quand même, il y a beaucoup de mécanismes à mettre en œuvre. Comment on peut accélérer le développement du biocontrôle ? Alors déjà, il y a une volonté d'accélérer le biocontrôle, donc ça c'est important, parce qu'on peut parfois se poser la question. Enfin, aujourd'hui, il y a eu pas mal de questions, et il y a une volonté politique, donc ça c'est déjà fort. Ensuite, comment accélérer ? Alors de plusieurs façons, on en a parlé à plusieurs reprises. Il faut déjà donner confiance dans le dispositif, ça c'est quelque chose d'important. Donc il y a de la communication, de l'information à développer. Il faut continuer à chercher de nouvelles solutions parce qu'on voit que ce que l'on a aujourd'hui, c'est pas suffisant. Être transparent sur la qualité des produits qui sont, enfin des solutions qui sont disponibles, pas forcément des produits, de façon à ce que les gens sachent exactement ce qui peut être utilisé. Accompagner aussi certainement les producteurs, on en a parlé à plusieurs reprises, on voit bien que les indicateurs économiques c'est compliqué à obtenir, mais on voit bien que la prise de risque freine le développement et la participation des producteurs. Donc il y a une nécessité d'accompagner les producteurs dans cette prise de risque et de valoriser les produits aussi qui sont issus de production plus économe en pesticides. Et tout ça, ça fait partie de la stratégie nationale de développement du biocontrôle qui est sur 4 axes et qui a pour vocation de répondre à tous les éléments que je viens de vous présenter en accompagnant aussi, en mobilisant la recherche publique, en mobilisant des fonds pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, accompagner les entreprises de recherche, petites entreprises, moyennes entreprises. Donc il y a tout un programme en attente d'officialisation, puisque c'est encore en discussion, mais on est sur la dernière ligne droite ou les dernières virgules, donc ça devrait émerger assez rapidement. Alors Sophie nous a dit effectivement qu'elle n'était pas encore dévoilée, le ministre ne l'a pas encore annoncé, mais Sophie nous a dit qu'elle allait nous en donner quand même les grandes teneurs. Alors c'est pas sympa, je le sais. Non, je peux. Donc c'est un projet en 4 axes. Je vais vous en donner vraiment les grandes lignes. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc 4 axes. Le premier qui concerne l'innovation pour accélérer la recherche et le développement de nouvelles solutions de biocontrôle. Donc c'est améliorer la connaissance au travers de la compilation des acquis et des voies de développement. Recenser ce qui existe dans d'autres États membres aussi, parce qu'on parle beaucoup, depuis ce matin, on dit c'est franco-français, le biocontrôle, cette politique de réduction des intrants très marquée. C'est vrai qu'elle est française, mais il se fait beaucoup de choses à l'étranger, enfin dans les autres États membres, et il faut aller s'inspirer. En tout cas, il faut partager. Dans l'innovation, on a aussi un axe pour encourager et accompagner les petites et très petites entreprises dans le développement, c'est-à-dire acquérir les données nécessaires pour les constitutions de dossiers. Et ce matin, on parlait de partage de données, de viviers de données qui sont un peu en sommeil parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation claire. Donc personne ne veut vraiment mettre sur la table ce qui existe. Je pense qu'au travers de cette stratégie, réellement, on a une opportunité pour, alors pas tout autoriser parce que c'est pas l'objectif, mais au moins se parler franchement de ce qui existe et de voir si on peut en faire quelque chose. Il y a un axe qui concerne la réglementation avec un objectif de simplification des procédures pour l'utilisation et avec différents points. C'est déjà de redonner une définition de ce que l'on appelle le biocontrôle, donc de repérimétrer cette notion. Donc c'est là aussi où on a certainement des choses à jouer par rapport à la sémantique. Une volonté d'accélérer la délivrance des mentions pour l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on soit plus en adéquation entre produits de biocontrôle et autorisation AB, et accélérer certaines méthodes de développement comme les techniques d'insectes stériles par exemple. Donc il y a un point qui concerne le déploiement, notamment tout ce qui est démontrer, informer, faire des plateformes de développement et d'expérimentation, faire la promotion du biocontrôle, renforcer la formation initiale, donc ça c'est un axe 3, et accompagner les agriculteurs dans leur déploiement. Donc c'est là que je disais qu'il y a un point fort qui est quand même nouveau et que l'on attend depuis longtemps, c'est d'accompagner la prise de risque et de valoriser la production de produits plus vertueux. Et il y a tout le 4e axe qui concerne la promotion du biocontrôle au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire de porter au niveau UE cette réglementation. Alors pas à l'identique, mais au moins discuter au niveau européen de cette réglementation qu'on a développée en France et voir comment on peut faire quelque chose d'harmonisé et partagé. Merci. Donc tout un programme. Tout un programme. On peut raisonnablement attendre l'annonce dans 1 mois, 6 mois ?
Je vous dis, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Je pensais que ce serait annoncé pour le colloque, donc oui, un mois, je pense, mais je peux pas promettre, mais c'est presque fini, quoi. Et vous qui connaissez les détails, la diapo compliquée ce matin, elle va être toute simple dans un mois? Je ne sais pas si elle sera toute simple. Je ne sais pas. Non, elle ne sera pas toute simple dans un mois, ça c'est sûr, parce qu'il y a un peu de travail quand même. Mais par contre, on a des opportunités pour être force de proposition. Moi, c'est ça que je retiens et qui est important. D'accord. C'est vrai que la notion européenne dont vous avez parlé, on est quand même dans une acception très française avec le biocontrôle. Alors, en tout cas, dans l'affichage que l'on a souhaité en faire et dans la façon dont on l'a porté, c'est très français. Mais il se fait beaucoup de choses dans les autres États membres, pas aussi organisées et orchestrées, mais il existe beaucoup de choses assez similaires de ce que l'on fait en France, sauf que peut-être qu'on a été plus rapide ou plus courageux d'écrire une réglementation qui l'encadre. Voilà. Alors, je peux faire juste une petite illustration, si vous permettez. On a une émission qui s'appelle le Mac du biocontrôle. On a été tourné dans le cadre du salon Agritechnica en Allemagne. On a été demandé à un responsable de la DLG. La DLG, on pourrait dire c'est l'équivalent d'Arvalis peut-être, en Allemagne. Le biocontrôle, pour vous, ça signifie quoi? Alors déjà, le mot, c'est pas le même mot. Ensuite, il dit non, mais ça marche pas. Enfin, pour nos agriculteurs allemands, on n'est pas dans des niveaux d'efficacité qui nous intéressent. Donc on voit que de part et d'autre du Rhin, déjà, il peut y avoir des perceptions qui sont très différentes. Je ne sais pas si c'est la perception. Je pense que c'est plutôt l'environnement dans lequel on le positionne. Nous, on a une vraie volonté d'avoir une réduction des intrants et on sait que le biocontrôle, c'est un des leviers pour y arriver. C'est clair, je le disais ce matin, on parlait d'efficacité par rapport à l'expérimentation. Si on est dans un schéma comparatif, produit conventionnel, produit biocontrôle, c'est mort d'avance, ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas du tout à l'équivalent. Le biocontrôle, c'est bien un maillon d'une chaîne entière. Les produits conventionnels, à eux tout seuls, ils font le travail, on le sait. Donc, si on doit comparer, c'est sur cette base-là, mais pas conventionnel, biocontrôle. Oui, d'ailleurs, dans les présentations qu'on a eues aujourd'hui, à chaque fois, il était question de leviers, de plusieurs leviers. Ce n'était pas juste le biocontrôle. Donc, je pense que c'est extrêmement important à considérer pour la suite. Ouais. Et encore une fois, si on veut entraîner d'autres producteurs, d'autres personnes avec nous, il faut vraiment être clair sur ce point-là et bien leur dire que c'est un ensemble. On change un modèle, en fait on change un ensemble, mais on ne change pas juste une touche qui va tout révolutionner, parce que ça ne marche pas. Parce que si ça avait été le cas, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Et c'est pas ça. Merci beaucoup. Lina Renel, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les principales caractéristiques de votre filière Martinique-Guadeloupe en termes de bananes? Oui, bonjour à tous. Notre filière elle est constituée de deux coopératives. Donc une coopérative en Martinique, Banamart, constituée de 400 producteurs, dont fait partie Daniel qui est intervenu ce matin, Daniel Nouvet. Une autre coopérative en Martinique, les producteurs de Guadeloupe, donc LPG, constituée de 200 producteurs. Et ces 600 producteurs mettent en marché leurs bananes exclusivement par l'intermédiaire de l'UGPBAN, qui est la structure de commercialisation de la production, sous une seule et même marque, ce qui fait une force au niveau national et sur l'Europe, ce qui permet aux producteurs d'aller chercher de la valorisation. Donc en production, nous travaillons sur des petites structures. Donc en moyenne, nous avons des structures de 12 hectares, ce qui en fait une production plutôt artisanale en comparaison aux plus grosses productions qu'on peut trouver en Amérique latine ou en Afrique. Et notre particularité, c'est d'être la seule culture avec la présence de la cercosporiose noire, qui est une maladie fongique extrêmement virulente et qui touche les feuilles des bananiers et qui rend les régimes non commercialisables. Nous sommes la seule culture à ne pas utiliser de traitement aérien. Donc nous avions ce traitement aérien jusqu'à 2013 et depuis, tout le traitement qui était généralisé, qui était fait à l'aide d'hélicoptères, est maintenant fait individuellement par les producteurs eux-mêmes avec certains matériels qu'ils ont développés, qu'ils ont été cherchés. Et d'ailleurs, le CIVAL fait partie des salons sur lesquels se retrouvent beaucoup des producteurs, puisqu'on en a quelques-uns actuellement sur le salon, pour justement trouver des solutions alternatives pour leur permettre de faire ce travail dans les meilleures conditions. Donc le défi qui nous a été donné sur ce traitement aérien nous a permis de nous conforter dans la décision que nous avons prise il y a une quinzaine d'années de réduire l'utilisation
des produits phytosanitaires et d'être dans une culture la plus agroécologique possible. Alors on l'a vu, Daniel a baissé ses IEFT, mais est-ce qu'il a été sélectionné pour venir ici parce que c'est un cas particulier ou est-ce que c'est représentatif quand même de l'ensemble des producteurs ? Alors, Daniel, effectivement, fait partie des producteurs exemplaires en la matière et c'est pour ça qu'il a été sélectionné pour être ici. En même temps, la réduction de l'utilisation des produits phyto, c'est quelque chose qui a été initié depuis très longtemps, même avant les années 2000. Moi-même, j'ai été directrice d'une exploitation de 55 hectares en 2001, de 2001 à 2008. Et déjà à l'époque, les engagements sur la réduction de l'utilisation des produits phyto avaient été initiés par l'utilisation de jachère, donc la pratique de jachère, et l'utilisation de matériel végétal sain, ce qui a permis à tous les producteurs de Guadeloupe et Martinique de pouvoir cultiver avec zéro utilisation d'anématicides et zéro utilisation d'insecticides. Les progrès sur lesquels nous sommes en train de travailler sont évidemment l'utilisation des herbicides, et ça, on est en passe d'y arriver puisque nous avons 50% de la surface en couvert végétal. Et l'ultime défi sera effectivement la gestion de la cercosporiose noire. Et est-ce que l'affaire du chlordécone a eu un effet accélérateur ? Alors l'affaire du chlordécone, l'affaire du chlordécone a éclaté en 2007. C'est un produit que je n'ai jamais. Ça fait 22 ans que je suis dans la filière et je ne l'ai jamais connu, donc ça a été interdit dans les années 90. Comme je vous disais tout à l'heure, toute la démarche agro-environnementale a été initiée avant les années 2000. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, ça a été révélateur des problématiques qu'on peut avoir, et ça a effectivement accéléré, ou en tout cas conforté la démarche que nous avons eue, où on a pris la décision bien en amont, mais ça a conforté effectivement notre volonté d'aller vers une production la plus vertueuse possible. Le titre à la table ronde, c'est « Une dépendance peut-elle en cacher une autre ?» Est-ce qu'en baissant les IFT, en étant moins dépendant des phytos, vous avez fait naître d'autres dépendances ? Alors effectivement, et M. Rousselière en a parlé tout à l'heure, nous avons bien sûr la problématique de la main-d'œuvre, parce qu'évidemment, en ne pouvant plus, en désherbant moins et en ayant passé toute cette pratique par des opérations manuelles, nous avons augmenté évidemment l'utilisation de la main-d'œuvre. Donc on multiplie par 2, voire par 3 l'utilisation de la main-d'œuvre. Alors la particularité de nos producteurs, c'est qu'ils sont très dynamiques et n'ayant pas beaucoup de solutions, ils essaient de trouver un maximum de solutions mécanisées. Donc le CIVAL fait partie aussi des actions, enfin en tout cas des déplacements qui sont organisés pour aller chercher des moyens mécaniques pour pouvoir gérer l'enherbement, mis à part les plantes de couverture, parce que même si on a des plantes de couverture, il faut quand même les gérer, puisque ça continue à pousser, il faut maintenir les plantes à un certain niveau. Donc on a pas mal de mécanisation justement pour essayer d'éradiquer, en tout cas de gérer le surcoût que cela peut engendrer. Et par rapport à la gestion de la cercosporiose noire, nous sommes passés dans un système d'effeuillage sanitaire qui oblige les stations, les exploitations de dédier une équipe pour exclusivement et en permanence, semaine après semaine, passer sur toutes les parcelles de la propriété pour faire cet effeuillage. Et une personne fait à peu près 2 hectares par jour, lorsqu'un hélicoptère pouvait traiter en 1 heure une exploitation comme la mienne à l'époque de 55 hectares. Alors on le sait, le matériel coûte très cher, et ce matériel, justement, le herçage, etc., coûte aussi très très cher, même s'il est simple. On le voit, les coûts, on l'a vu dans les différents exemples, on est multiplié par 5, multiplié par 10, donc vous aviez déjà des bananes qui étaient chères par rapport au Brésil, par rapport aux autres pays que vous pouvez avoir autour, vous n'étiez pas spécialement compétitive. Comment vous faites aujourd'hui pour avoir des coûts de production plus chers et quand même arriver à vivre ? Alors effectivement, le pari qui a été pris par la profession a été d'intégrer l'unité de commercialisation et d'aller jusqu'à son client, c'est-à-dire la GMS ou les grossistes. C'est pour ça qu'en 2008, les producteurs de Guadeloupe et Martinique ont fait l'acquisition du premier réseau de mûrisseries de France, qui est Fruits d'Or, qui est capable de mûrir 180 000 tonnes de bananes.
sachant que notre production, elle est de 240 000 tonnes de bananes à peu près. L'idée étant, avec toutes les pratiques vertueuses qui ont été développées, de créer de la segmentation et d'aller, avec le plan banane durable que nous avons initié, défendre toute la partie agroécologique et ainsi aller chercher de la valeur auprès de nos clients, ce qui n'était pas possible avant, puisque le plan banane durable, on l'a initié en 2006. À cette époque, on communiquait déjà pas mal sur l'agroécologie, sauf que les grandes enseignes n'étaient pas prêtes et n'étaient pas forcément très réceptives, alors que la consommation commence à changer et que les consommateurs eux-mêmes sont précurseurs du fait qu'il faille consommer avec des produits cultivés sainement, avec le moins de résidus possible. Cela nous permet de mieux valoriser toutes les pratiques que nous avons pu mettre en place jusqu'à maintenant et de segmenter notre production. Donc c'est comme ça que la banane française équitable a vu le jour, ce qui permet aux petites exploitations d'avoir un revenu supplémentaire et leur permettre justement d'avoir du matériel pour pouvoir s'équiper. Nous avons créé également d'autres segmentations liées à la réduction des produits phyto. Donc nous sommes adossés au collectif Nouveau Champ sur la partie zéro résidu de pesticides. Les producteurs qui sont en conversion bio, on leur permet de valoriser leur première année de conversion en produits sans utilisation de pesticides. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des niches de marché pour avoir de la valorisation supplémentaire et faire face justement au surcoût et faire face au manque initial de compétitivité de notre production. Et aujourd'hui, ça va bien. Ça veut dire qu'il faut avoir une véritable réflexion de filière pour être capable d'aider l'amont à faire cette transition. Alors, la particularité, effectivement, de notre filière, c'est d'être une filière complètement intégrée. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant 2005, la date de l'unification de nos coopératives, il y avait 4 coopératives en Martinique, 2 en Guadeloupe, qui étaient elles-mêmes compétitrices, qui se tiraient un peu la bourse sur les prix et tout. L'idée de créer cette union et d'avoir intégré un système de commercialisation nous permet de parler d'une seule voix, de présenter différentes segmentations et d'intéresser du coup les clients qui s'aperçoivent que les efforts qui ont été faits peuvent être valorisés, surtout auprès du consommateur qui est en train de changer de comportement de consommation. Merci beaucoup. À vos côtés, Maude Roblin, vous êtes ingénieur d'études de l'ISA de Lille, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez conduit une étude, je l'ai déjà découvert dans une autre région, sur la région Hauts-de-France, puisque vous êtes de cette région. Alors là, c'est l'impact des phytos sur l'approvisionnement du secteur, la transformation. Donc vous êtes tourné vers l'aval. Comment vous avez procédé déjà pour étudier quel pouvait être l'impact ? Oui, alors c'est une étude qui est en 2 volets. Donc le premier volet en fait a duré 6 ans et s'est achevé en 2018 et il était surtout centré sur de l'expérimentation. Donc on a reproduit 2 modèles qui étaient assez représentatifs des cultures des Hauts-de-France. Donc un modèle plutôt grande culture avec du blé, des betteraves, des pommes de terre et un modèle plutôt légumes industriels avec des choux-fleurs, des oignons. Et donc il y avait 2 modalités à chaque fois, une partie des cultures traitées à 100%. Donc, ce qu'on appelle 100%, IFT 100, c'était ce qui reflète en fait les pratiques des agriculteurs en région. Et la deuxième modalité, c'était traiter moitié moins. Et ce qu'on a pu conclure au bout de ces 6 ans, c'est que quand on traite moitié moins, en moyenne, alors désolé pour monsieur l'économiste, on a fait une moyenne, on perd environ 10% de rendement, toutes cultures confondues. Et alors, le problème de la perte de rendement, c'est que en Hauts-de-France, l'agriculture est très très liée, voire intégrée au secteur agroalimentaire. Et donc, la perte de rendement, ça pose la question de la sécurisation des volumes d'approvisionnement pour les usines de l'agro-industrie et donc pour l'équilibre financier des filières régionales. Donc, c'est pour ça. Macken va acheter des pommes de terre en Belgique. Non, peut-être. On verra ça après. Donc, dans le deuxième volet qui s'appelle Mini-Pest, on a souhaité intégrer les filières directement à la réflexion
Et donc, depuis 1 an, on fait un peu le tour des popotes pour demander aux différents opérateurs comment ils vivent l'évolution de la réglementation sur les phytos. Est-ce qu'ils ont anticipé une baisse de volume? Et si oui, comment ils s'y prennent? Voilà. Donc, c'est en cours. Vous êtes intéressé aux consommateurs? Oui, alors, on s'est intéressé aux consommateurs. On travaille surtout avec l'association UFC Que Choisir, parce qu'elle est très présente en région et qu'elle suit depuis assez longtemps nos travaux. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, le consommateur, il se pose beaucoup de questions. Il est un peu perdu en ce moment entre les messages télé, les messages radio, les étiquettes, les labels, les plans éco-phyto de l'État qui se multiplient, et puis finalement, on ne voit pas trop de résultats. Ils sont un peu perdus sur le sujet de l'agriculture. Ils comprennent bien les difficultés du monde agricole, mais ils ont quand même, ils voient que la profession a du mal à communiquer, et ils ont du mal à comprendre qu'on mette dans la même balance leur santé face à une baisse de la productivité. Et donc, ils sont un peu perdus, et puis la confiance n'est pas tout à fait là. Heureusement, pour apporter une note positive, et ce que disait Lina Reynel tout à l'heure, il y a quand même une tendance lourde, même si elle est lente, d'aller vers une alimentation plus saine, plus respectueuse de l'environnement. Au-delà de la baisse des phytos, ça parle aussi des antibiotiques, des additifs, des conservateurs, etc. Et que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas qu'un consommateur. De toute façon, il y a plusieurs consommateurs. Il y a toujours des gens qui préféreront acheter le dernier smartphone qu'acheter plus cher une pomme de terre pas traitée. Mais a priori, l'esthétique du produit et le prix du produit n'est pas forcément le frein si on leur explique bien d'où ça vient. Et un peu pour illustrer ça, les associations de consommateurs avaient été invitées aux États généraux de l'alimentation. Et ils avaient confirmé qu'ils voulaient bien payer un petit surcoût à condition que celui-ci soit reversé aux agriculteurs. Donc, en fait, aujourd'hui, le consommateur, surtout, il est demandeur de plus de traçabilité et de plus de transparence. Voilà. Donc, Et auriez-vous oublié la grande distribution, qui a pourtant un effet de levier très important pour la mutation? On ne l'a pas oublié, donc c'est sûr que là on parle de filière. Nous, ce qu'on entend par filière, c'est vraiment le producteur au consommateur, en passant par les transformateurs, les collecteurs et la grande distribution, mais aussi la restauration collective, qui est un acteur assez important. Et donc, pour l'instant, on travaille, nous, sur les collecteurs, les transformateurs jusqu'à la fin de l'hiver. Mais on a l'intention d'aller approfondir la question des consommateurs en multipliant les enquêtes et aussi d'aller voir les distributeurs et la restauration collective au printemps. Et ça, c'est un travail qui sera fait avec des étudiants de l'ISA et qui se terminera en juin. Donc, pour avoir les résultats, il faudra réorganiser un colloque l'année prochaine. Bon, on prend date. Quand on regarde un peu la radiographie de toute la chaîne, est-ce que vous avez l'impression que l'aval peut freiner l'amont dans le fait de changer ses pratiques? Alors, ça me fait penser que je n'ai pas commenté la diapo et que peut-être vous regardez les chiffres en vous disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Commentons la diapo d'abord. Alors, au niveau de la diapo, donc, c'était pour montrer les premiers impacts qu'on avait pu calculer, on va dire, sur la baisse de rendement liée à la baisse des phytos. Donc en fait, on a mesuré effectivement 10% de moins de rendement sur des expérimentations en micro-parcelles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a calqué un peu ces résultats sur les volumes qui sont produits en région et qui sont collectés par les plus grosses usines en Hauts-de-France. Donc ça peut donner, alors c'est pas forcément des entreprises que vous connaissez, donc je sais pas si ça va vous parler, bon si Bonduelle, McCain forcément, mais par exemple Unéal et le groupe Carré qui collectent des céréales, ils vont collecter, alors les chiffres sont pas tout à fait actualisés, mais pour Unéal 2 millions de tonnes de céréales et groupe Carré presque 900 000 tonnes de céréales. Et si on a une baisse de 12% sur les rendements en blé, ça veut dire que sur la région, il y aura 860 000 tonnes de blé disponibles en moins. Ça équivaut quasiment à tout ce que le groupe Carré collecte sur une année. De la même manière, Bonduelle, ils vont collecter sur le bassin nord 280 000 tonnes de légumes. Et si on baisse de 36% le rendement en petits pois, parce que le petit pois c'est quand même très compliqué, c'est assez fragile,
ça fait moins 63 000 tonnes de production en moins. Ça fait 23% de produits à collecter en moins pour Bonduelle. Tereos, donc géant sucrier, eux, ils collectent à peu près 20 millions de tonnes de betteraves sucrières. Alors là, la betterave s'en sort, on va dire, un peu moins mal, puisque en IFT 50, on n'a qu'une perte de 5% de rendement. Mais en fait, Tereos, leur modèle est basé vraiment sur ils commercialisent des matières premières, des commodités, c'est du sucre, c'est de l'éthanol. Et ce qui leur permet aujourd'hui d'être compétitifs, c'est parce qu'ils arrivent à saturer leurs usines. Donc le fait de baisser l'approvisionnement, c'est une grosse problématique, une grosse remise en cause de leur modèle économique. Et donc McCain, alors eux, c'est un petit peu les chanceux de la loterie. En fait, bon, sans rentrer dans les détails, moins 50% de réduction de phyto, c'est pas moins 50% strictement sur toutes les cultures, c'est sur un assolement. Et le choix avait été fait dans notre expérimentation de continuer de pouvoir traiter un peu plus la pomme de terre. Donc c'est ce qui explique qu'on a un rendement de 5% en plus quand on traite 50% en moins. Donc ça ferait pour McCain 17 000 tonnes de pommes de terre en plus sur la région chaque année. Voilà. Donc ça c'est un petit travail qui est un peu qui est visuel et qui reflète pas du tout la réalité, puisque on a en fait extrapolé des résultats de micro-parcelles sur des volumes régionaux. Mais en fait, c'est plus un travail de sensibilisation pour montrer que quand on touche à l'exploitation agricole, quand on change des pratiques dans des systèmes agricoles, en fait, ça a des conséquences très lourdes sur l'économie de toute une région et sur des géants industriels. Alors justement, pour revenir à la question, compte tenu de cet impact positif ou négatif dont vous parlez, est-ce à dire qu'ils vont aller acheter ailleurs leur approvisionnement pour faire tourner les usines? Est-ce qu'ils vont freiner les évolutions? Comment ça se passait? Ah, ça, c'était pas une question qui était prévue pour ce colloque-là. Ah non, c'est pas pour ce colloque. C'était le dernier. Excusez-moi. C'était le dernier colloque. Non, mais elle est intéressante, je crois. Donc, en fait, la question de la structuration des filières, elle est intéressante pour deux raisons. Alors, elles sont très structurées, ces filières-là, elles sont très intégrées, mais pas forcément qu'au niveau français. C'est des groupes qui sont européens, voire internationaux, et donc qui ont des stratégies qui s'inscrivent dans un contexte mondial, avec des prix fluctuants, avec des prix fluctuants. Et leur modèle économique, en fait, est vraiment est construit sur une économie qui est mondialisée. Donc ça peut poser problème parce qu'il y a un problème d'harmonisation aujourd'hui des politiques et on a beaucoup de nos industriels qui se plaignent par exemple de la Belgique parce qu'il n'y a pas d'harmonisation, ne serait-ce qu'en Europe, sur la politique des phytosanitaires. Et ça aujourd'hui c'est un frein pour pour les usines et les industries agroalimentaires en région parce que il y a de la concurrence déloyale. Donc ça les freine un peu à avancer. À l'inverse, même si c'est pas vrai à l'instant où je vous parle, la structuration de ces filières-là, c'est un point qui est très positif parce que le jour où elles vont changer quelque chose dans leur cahier des charges, comme elles ont une contractualisation très forte avec les agriculteurs, ça va avoir un énorme impact et très rapide sur l'agriculture de la région. Donc, elles savent qu'elles doivent évoluer et elles commencent à se mettre en marche et elles réfléchissent notamment à des cahiers des charges HVE3 avec, c'est un peu confidentiel, une valorisation économique derrière de ces productions. Voilà. Merci beaucoup, Maude. Alors, on a balayé pas mal de sujets à différents niveaux, à différents exemples. C'est à vous de prendre la parole, de poser des questions, de réagir. On va vous donner alors Cathy au premier rang pour ouvrir le bal. Au second rang. On va le rallumer. Non, on va vous donner. Oui. Quoi ? Je voulais revenir sur ce que vous avez présenté par rapport à l'évolution des volumes. Je sais que sur la pomme de terre, ils avaient mobilisé le levier variétal
Et justement, quelle était la réaction des transformateurs par rapport à la mobilisation de ce levier-là, et notamment les cahiers des charges qui étaient en place et les exigences que l'on peut avoir en termes de qualité sur l'ensemble de ce produit-là, et parce que c'est un levier qui est très important dans notre filière en termes de base d'IFT, et donc quelle était la réaction des transformateurs? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre très précisément à la question parce que c'est une question plus technique, donc qui a été travaillée plutôt au niveau de l'expérimentation, donc par mes collègues de la Chambre d'agriculture. Mais je sais qu'en avril dernier, donc on avait eu un colloque où on avait déjà un peu présenté ces résultats-là et on avait présenté notamment toutes les règles décisionnelles de l'expérimentation. Et c'est vrai que ce qu'on peut faire en expérimentation, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire à grande échelle. Et McCain est un peu confidentiel sur le sujet. Et effectivement, c'est pas qu'ils travaillent pas avec la recherche, c'est qu'ils font des expérimentations aussi de leur côté. Et ils mettent souvent en avant le fait que les consommateurs veulent tel type de pomme de terre et que même si celle-ci est résistante et qu'elle est plus petite, leurs chaînes de production sont pas faites pour ça. Alors c'est ce qu'ils nous renvoient comme message. Après, je pense qu'en interne, il y a quand même des choses qui bougent parce qu'ils vont être obligés. Et nous, on a aujourd'hui des programmes de recherche sur la pomme de terre où justement, on doit étudier de la production jusqu'à la consommation l'opportunité, par exemple, de faire des frites courtes. Parce que dans le Nord, tout le monde pense qu'on adore avoir des frites longues pour pouvoir bien les tremper dans la sauce, alors qu'en fait... dans les friteries, la plupart du temps, la frite n'est pas du tout standardisée. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire avec McCain sur le fait qu'effectivement, les consommateurs veulent pas forcément des frites longues et que c'est peut-être un peu leur argument pour défendre, pour pas se remettre en question. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire sur la pomme de terre, mais c'est très, très politique. Et il y a beaucoup aussi de concurrence, notamment avec les Belges et avec Claire Bout, pour pas les citer. Donc, aujourd'hui, c'est un gros sujet. Une question, allez-y. Monsieur... Oui, bonjour. Je voulais savoir si dans toutes ces initiatives de réduction des phytosanitaires, on prenait aussi en compte d'autres enjeux agronomiques, notamment ceux relatifs à la santé des sols. Parce que quand on parle de réduction phyto, aussi on parle de travail de sol à côté de ça, de solarisation, on a vu ça tout à l'heure, donc je voulais voir si on prenait ça aussi en question. Alors, je vais répondre pour la partie banane. Effectivement, dans le plan réduction des produits phyto, on a une très grosse partie qui est liée à la structure des sols et à la fertilisation des sols. Et tout le principe de jachère qui a été mis en place depuis quasiment une vingtaine d'années, avec parfois des rotations culturales et maintenant avec de la rotation, avec des jachères, avec des plantes de service. Toutes les plantes de service qui peut-être vous ont été citées ce matin par Daniel et par Laurent Gervais ont vocation à structurer le sol. Donc on a des plantes de service qui ont des racines pivots qui vont aller très profondément dans le sol, des racines qui vont faire des nodules et qui vont restituer de l'azote au sol. Et on se rend compte qu'on a des producteurs à l'heure actuelle qui, à force de jachères, puisqu'on garde les plantations à peu près 7 ans, on fait des jachères qui durent à peu près 18 mois. On fait des jachères de plus en plus courtes parce qu'on met des plantes de service qui permettent de structurer le sol de plus en plus rapidement. Et actuellement, on a des producteurs qui sont capables de replanter des nouvelles parcelles de bananes sans faire aucun travail du sol. Donc, parce que la plante de couverture, la plante de service pendant la jachère, c'est déjà chargé de faire le travail du sol. Donc effectivement, la prise de conscience du sol en lui-même, notamment chez nous, avec toutes ces problématiques chlordécone, est extrêmement importante et est bien prise en compte par les producteurs qui sont d'ailleurs formés, parce qu'on a dans chaque coopérative un service technique sur ces sujets-là. Pas d'autres précisions? Une autre question, si vous souhaitez?
Juste sur les sols. Oui, bien sûr. On a, alors je ne peux pas intervenir là-dessus parce que c'est pas mon domaine, mais dans notre programme de recherche, là où moi je travaille sur plutôt les volumes et le côté économique, on a aussi une équipe de l'école, donc de l'ISA, qui est spécialisée en sol et en vie du sol. Et donc il n'y a pas que cet aspect rendement et baisse des phytos. Il y a aussi comment le sol évolue sous ces contraintes-là. Voilà. Je ne peux pas vous présenter les résultats, mais je vous invite à regarder notre page internet de projet Défi XP Hauts-de-France. Il y a des choses sur le sol. Une question. Monsieur. Donc une question à la fois sur la banane et sur le sol. Est-ce que justement, depuis le fait de ne plus travailler le sol et qui est justement de la jachère et du couvert permanent, etc., qui va, au lieu de tout détruire à la machine, plutôt favoriser une vie du sol et la maintenir des mois et des mois ou des années et des années durant. Est-ce que vous avez déjà un recul sur le rendement derrière? Est-ce qu'il s'est amélioré? Est-ce qu'il, en raison du couvert végétal, il a plutôt diminué ou à l'inverse, même s'il y a un couvert du sol, etc., la vie qui est sûrement favorisée en dessous, qu'on a souvent beaucoup de mal à quantifier, permet une amélioration du rendement? Alors effectivement, il y a plusieurs choses. Le premier constat qui a été fait avec la mise en place des plantes de service dans les jachères et les plantes de couverture en plantation établie, c'est de s'apercevoir que le bananier est beaucoup moins sensible aux chutes et les racines du bananier se tiennent beaucoup mieux dans le sol, ce qui rend le bananier beaucoup moins vulnérable aux coups de vent, aux problématiques de manque de fertilisation ou de stress soit hydrique ou lié au manque d'eau ou à l'excès d'eau. Donc ça, c'est un constat qui a été fait par tous les agriculteurs. D'ailleurs, c'est pour ça que la mise en place des plantes de couverture que prône, sur lequel Laurent travaille encore pas mal, a beaucoup pris, et maintenant on est à 50% des surfaces enherbées, parce que le constat a été fait. Ce qui a été mesuré également, c'est effectivement la vie du sol. Donc on a des indicateurs avec des dénombrements de vers de terre, enfin ce genre de choses qui sont d'ailleurs pilotées par le CIRAD avec l'IT2, qui nous donnent en fait des indications sur l'amélioration de la vie du sol. Et on a un producteur d'ailleurs qui est très féru de ce genre de choses, et quand on va chez lui, prend plaisir à nous faire compter tous les vers de terre avec lui. Mais c'est typiquement ce genre d'indicateur qui montre que du coup, le sol se porte mieux et que fatalement, au niveau des rendements, on se porte mieux. Alors, au niveau des rendements, on a une agriculture conventionnelle où on utilise de l'engrais. Le parti a été pris par les agriculteurs, de réduire la proportion d'engrais minéral qui est apportée aux bananeraies, justement par le fait de l'amélioration de la structure du sol, et de compenser avec de l'engrais organique, ce qui permet pas forcément d'augmenter extraordinairement les rendements, mais surtout de permettre au sol de maintenir la culture plus longtemps. Une autre question? Anne-Marie, moi j'ai une question. Vous avez parlé des stratégies push et pull. Il n'y a pas un problème réglementaire que vous souhaitez aborder? Justement. Sophie, vous donne le micro. Merci pour la question. C'est vrai que quand on fait de la recherche et qu'on arrive à mettre en évidence que tel ou tel composé chimique va influencer le comportement de notre insecte, au laboratoire par exemple, on a assez vite éventuellement envie d'aller tester ça dehors, potentiellement dans des parcelles expérimentales de l'INRA, ça va encore, parce qu'on a la possibilité de le faire. Mais si ça marche bien, on a envie d'aller le tester chez des producteurs, et là, on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, et je crois qu'on n'a pas le droit de faire grand-chose. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Sophie, si vous voulez bien. Alors, c'est pas vrai. Non, vous pouvez faire plein de choses. En fait, c'est très organisé l'expérimentation, avec des droits différents en fonction le type de structure qui va expérimenter, et notamment tout ce qui est organisme de recherche. Et donc, je pense que vous faites partie de ces organismes-là. Oui, mais en fait, ça vous donne le droit d'aller expérimenter chez des producteurs, parce que non, vous n'êtes pas hors la loi, et c'est vous en fait qui êtes le garant du respect de l'expérimentation et de ce qui va se passer derrière. Donc ça pose pas de souci. Mais par contre, il y a une procédure qui est très bien écrite sur le site de l'ANSES,
Après, si c'est pas assez clair, on peut essayer de renseigner encore, mais c'est assez établi, quoi. Ah ben, allez-y. Hein. Parce que, en fait, quand on va travailler chez les producteurs, l'intérêt qu'on peut avoir, c'est d'être dans un contexte de production, mais aussi c'est de monter en termes d'échelle. Donc, on est sur des échelles qui sont plus importantes. Par contre, soit on a des projets où on a beaucoup d'argent, où on va pouvoir dédommager intégralement le producteur et racheter tout ce qu'il aura produit. Soit, si ça marche bien, éventuellement, il va être tenté de commercialiser ce qu'il a produit. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou est-ce qu'il n'a pas le droit de le faire? Là-dessus, on n'était pas du tout sûr de ce qui était autorisé ou pas avec des produits qui ne sont pas homologués. Alors, ça dépend du type de produit. En fait, si... Volatile, ça va à peu près pour les autres. Ouais, c'est en fait toute l'autorisation, elle est dans le niveau de résidus généré par la solution que vous allez utiliser. Est-ce qu'il y a un résidu dans le produit fini ou pas? Et s'il y a un résidu, il faut le quantifier, voir si on est en conformité. Et dans ce cas-là, il faut une autorisation supplémentaire pour avoir le droit de commercialiser. Donc ça demande une évaluation de l'ANSES. Sinon, c'est de la destruction. S'il n'y a pas de résidu, il n'y a pas de question. Ça va? J'ai répondu? Oui, c'est bon, super. Bon, Anne-Marie, c'est bon, vous avez toutes les réponses. Mais n'hésitez pas. Il n'y a pas d'autres questions, si? Bonjour, Laurane Larédon de l'Odéadom. Donc une question qui vient avec le plan de sortie glyphosate. Comment formuler ça? Suite à l'organisation du séminaire Ecophytodome qui a eu lieu en novembre là, dernier, en fait, on a eu pas mal de retours des représentants d'agriculteurs et autres sur le fait que ça allait générer beaucoup plus d'utilisation de produits phyto. Et donc, je me demandais, au niveau des fermes défis, s'il y avait une réflexion sur le sujet, parce que c'est quand même pour dans pas si longtemps que ça. Et comment les agriculteurs, vous alliez appréhender tout ça. Alors, qui souhaite répondre? Oui. Oui. Oui, moi, sur mon exploitation, j'utilisais le glyphosate, mais pas en plein champ, uniquement pour faire les abords des abris. Je l'ai remplacé par un produit qui brûle par l'acide pélargonique. Le souci, c'est que c'est plus de travail, plus d'intervention en cours d'année et plus cher. Je pense qu'on pourra s'en sortir avec ça, mais voilà, c'est plus cher. Et je suis un petit peu... Enfin, ce que je regrette, c'est que dans toutes ces méthodes, lorsqu'on abandonne le chimique pour aller vers des solutions de remplacement, on se retrouve avec du travail supplémentaire, un coût supplémentaire, et en face, on a un consommateur, lorsque je suis au marché, qui va pas forcément me payer mes produits plus chers. C'est un petit peu le souci, voilà. Quelqu'un veut compléter sur le glyphosate? Oui, ou sur une autre question, je ne sais pas. On va vous donner le micro. Donc, bonjour à tous. Alexandre Brébeau, moi je suis technicien pour une entreprise de semences potagères. Et je voulais un petit peu rebondir justement sur l'effet glyphosate. Nous, on essaye d'accompagner nos agriculteurs parce qu'on a beaucoup de problématiques techniques en semences avec peu d'armes chimiques qui étaient connues. Et on se retrouve notamment sur de la conservation de sol, sur des aspects de rotation, à vous rejoindre en partie. Alors, je ne connais pas la banane, j'ai jamais eu l'occasion, mais on est un petit peu inquiet de ça, parce que dans des schémas notamment de non-labour, de rotation courte, d'installation de couverts végétaux, avec seulement l'utilisation de 2 ou 3 passages de glyphosate, on arrivait à travailler à l'année. Et alors d'aujourd'hui, on est inquiet de ça. Donc, je ne dis pas que c'est un bon produit, je ne dis pas qu'il ne faut pas baisser les phytos, mais à notre niveau, en tant que technicien de terrain, on a des agriculteurs qui sont dans des attentes, des réponses techniques, au travers de structures publiques ou privées, et on est un petit peu inquiet, effectivement, de ça. Faire moins de chimie peut avoir une conséquence de l'augmenter sur les années d'après. Donc, je voulais savoir s'il y avait des gens qui surveillaient, par exemple, ces choses-là, s'il y avait des chiffres, des gens qui accumulaient des données pour bien contrôler que malgré ce qu'on va imposer au niveau réglementaire, on va aller dans la bonne tendance de la réduction des phytos, quoi. Est-ce qu'il y a des chiffres à partager, des données qui souhaitent? A priori, non. Alors,
Si. Enfin, je reviens un peu sur la culture de la banane. On utilise de moins en moins de glyphosate pour les raisons que je vous ai expliquées, puisque nous avons de plus en plus de plantes de couverture. On a même des producteurs qui n'en utilisent pas du tout. Après, le glyphosate est généralement utilisé, comme monsieur disait, sur les abords des cultures, pas forcément en plein champ, mais pour la gestion des traces, sur les abords. Nous, on a en termes d'indicateurs, on mesure via l'IT2 et le CIRA de la consommation des substances actives utilisées sur les deux îles. Donc, depuis 2006, effectivement, on est à moins 70% de substances actives, mais il reste encore une part de glyphosate puisqu'on a une partie de la destruction des parcelles qui se fait au glyphosate et, comme je vous ai dit tout à l'heure, des abords. Dans le plan banane durable 3, parce qu'on a eu 3 phases du plan banane durable, donc on est dans la deuxième phase qui se termine et on va lancer le plan banane durable 3, effectivement, on s'est posé la question d'aller jusqu'à la suppression du glyphosate de manière anticipée par rapport à ce que la réglementation proposerait. Donc effectivement, on a des producteurs qui sont pour, puisqu'il y en a qui sont déjà dans cet état d'esprit et qui l'ont déjà supprimé. Puis on a d'autres qui trouvent que c'est un peu plus compliqué de s'en passer. Donc effectivement, la question est épineuse et en plus avec toute l'actualité, tout l'agribashing qui va avec. Donc c'est très compliqué pour nous producteurs. Mais effectivement, je pense que de toute façon, on va pas y échapper. Et que tout ce qui est institut, CIRA, DINRA et tous les organismes qui peuvent nous aider justement à trouver des alternatives sont bienvenus et on est impatient d'avoir des solutions supplémentaires que le produit qui est utilisé à l'heure actuelle, qu'on a aussi nous, et effectivement qui est extrêmement cher. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que, et par expérience, à partir du moment où on commence à avoir un produit en ligne de mire et que les médias s'en emparent, on sait que de toute façon, tôt ou tard, il va falloir qu'on s'en passe et il faut qu'on trouve des solutions. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui. Oui, Daniel Breton, donc Agrobio 35 et ingénieur territorial Défi Légumes. J'ai deux questions pour les chercheurs que sont Damien et Anne-Marie. Alors pour Damien, au niveau, on se rend compte qu'effectivement, vous avez dit qu'on manque de références un petit peu dans nos filières. Et j'aurais voulu savoir pourquoi, justement, que c'est nos filières spécialisées où la main-d'œuvre est un enjeu crucial, on le voit bien dans la réduction des phytos. Bon, est-ce qu'il y a une explication ? Et puis, alors, deuxième, pour Anne-Marie, la question concernant le pas de temps un peu de la recherche. Si vous pouvez nous expliquer en fait combien de temps pour arriver justement à ce produit et qu'il soit homologué. Et on dit souvent effectivement que la recherche ça prend du temps, voilà. Et est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens ou même s'il y avait ces moyens-là, ça prendrait autant de temps, voilà. Juste. Merci beaucoup, Damien. Pourquoi on n'a pas de données ? Oui, pourquoi on n'a pas de données ? C'est vrai que la question sur le glyphosate est intéressante. Moi, je dirais on n'a aucune idée de ce qui va se passer, en fait, parce que tout simplement, on n'a pas les éléments pour modéliser les comportements des exploitants, et notamment en culture spécialisée, comment ils vont réagir par rapport à une interdiction. Il y a plein d'outils économiques qui existent. Il y a l'incitation, il y a le fait éventuellement de leur proposer aussi des valorisations, comme ce qui a été dit. Quand on fait juste bouger un élément, on a en effet souvent dans les politiques environnementales des effets un peu pervers qui existent, que finalement on va se reporter éventuellement sur des produits qui peuvent être peut-être encore plus toxiques qu'auparavant. Donc ça, c'est un grand problème. C'est vrai que donc ça, il y a nous au niveau de notre laboratoire, donc qui est le Smart Clerico, on est un des laboratoires qui travaille sur la question de l'économie des pesticides. On est très peu sur cette question-là. Et c'est vrai que, par exemple, sur le grand projet qu'on a, on va être 2 à travailler sur les cultures spécialisées en particulier. C'est vrai qu'il y a un problème, en tout cas, notamment
notamment pour l'accès aux données dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les grandes cultures. Il y a très peu de données publiques, en effet, je dirais à l'échelle française et même européenne, hein, qui va au-delà des éléments spécifiques qui sont suivis par certains centres d'économie rurale, etc., et avec lequel, après, on va avoir de la difficulté à généraliser les résultats, parce que, justement, une des caractéristiques fortes du secteur, c'est son hétérogénéité, et donc raisonner sur tel ou tel producteur qui va être impliqué dans une relation de confiance, par exemple, avec son conseiller, qui donc va découvrir un certain nombre de solutions, ben, ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble. Donc là, oui, ça c'est un enjeu important, ce qui suppose, je dirais, de trouver des solutions. Et donc nous, on compte beaucoup sur les partenariats qu'on arrive à développer de long terme avec des organisations professionnelles, comme la Fédération des CUMA, avec laquelle on a lancé une deuxième thèse qui est justement sur comment les CUMA peuvent ou pas. Et ça, je dirais que ça suppose aussi une confiance avec les organisations, parce qu'on est dans la recherche et donc on ne sait pas exactement ce qu'on va retrouver. Peut-être dans certains cas, ça ne va pas du tout favoriser, et puis dans d'autres cas, ça va l'être. Mais ça suppose en effet d'avoir accès à des données qui vont un petit peu au-delà aussi des données qui sont habituellement collectées par les organismes publics. Hein. Pour ceux qui ont regardé, par exemple, le recensement agricole, on a la vision en fait de l'exploitation qui est, je dirais, centrée sur elle-même et qui a aucune relation avec son environnement. Et je pense que ce qui est peut-être le point directeur de l'ensemble des interventions ici, c'est de montrer peut-être ce qu'avait très bien dit un agronome que vous connaissez sûrement, Jean-Marc Ménard, qui parlait de verrouillage socio-technique. Et en fait, tous les éléments, on les voit. Hein. Ça suppose, dans certains cas, une bonne transition suppose des relations avec son conseiller de confiance, suppose éventuellement d'intégrer la filière, de se poser la question de la transformation. Donc, changer un élément sans tout prendre en compte, c'est pas trop possible. Et malheureusement, tel qu'on l'a dans les données, notamment qui plus est en culture spécialisée, on n'a pas tous ces éléments-là qui sont autant de leviers possibles à prendre en compte et sur lesquels il faut revenir, quoi. Merci beaucoup. Anne-Marie, par rapport à la question sur le pas de temps, et je rajouterai aussi la notion de recherche participative, peut-être, pour faire le lien avec Damien. D'accord, donc sur la notion de temps, alors je ne sais pas si elle est plus importante en culture spécialisée par rapport à d'autres cultures, je ne suis pas persuadée, mais évidemment ça prend du temps, notamment dans les recherches qui portent sur les interactions plante-insecte que je connais bien, parce qu'on ne peut pas facilement transposer ce qu'on a trouvé sur un couple plante-insecte à un autre. À chaque fois ça demande de revenir à la base, de savoir à partir de quoi se fait l'interaction, quels sont les mécanismes. Alors ça demande de bien comprendre la plante, comment elle fonctionne, ça demande de comprendre aussi, si on est sur une plante cultivée, le système de culture, les endroits où on va pouvoir intervenir. Ça demande de maîtriser la biologie de l'insecte. Si on veut travailler au laboratoire, ça demande souvent de pouvoir élever cet insecte, ce qui n'est pas forcément toujours trivial. Il y a des insectes très problématiques qu'on ne sait pas du tout élever, donc on va pouvoir travailler que pendant des pas de temps très très courts. Donc nous, par exemple, depuis quelques années, on travaille sur le méligette. C'est pas sur une culture légumière, mais le méligette, il y a 2 mois par an où on peut travailler, et puis il faut attendre l'année d'après. Donc si on s'est raté cette année-là parce que on a posé une mauvaise question, ou le protocole n'était pas bon, ou alors on a mis les pièges trop tôt, enfin ça peut être plein de choses. On n'a pas de résultat, on attend l'année suivante. Donc ça prend du temps. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est rentré, on était arrivé à une situation de confort avec les produits phytosanitaires, mais comme vous le savez certainement tous, développer un nouveau produit sanitaire, ça ne se fait pas en 2 ans. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait un gros turnover. Il y a peut-être toujours encore beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et qui créaient, qui allaient chercher des nouvelles molécules, etc. Il y avait aussi des moyens d'action qui étaient connus et donc on allait chercher des analogues, des choses comme ça. Mais à la base, on était quand même sur un pas de temps qui était autour de 18-20 ans pour développer un nouveau produit. Donc, si c'est un produit de biocontrôle, c'est pareil. Ce dont on n'a pas trop parlé, mais qui est extrêmement important également et peut-être pas très développé encore chez les insectes, c'est tous les aspects de résistance, puisque je parlais tout à l'heure de défense, mais en effet, l'intérêt, c'est aussi d'aller chercher des variétés soit qui sont moins sensibles, soit qui sont plus résistantes aux insectes. Et donc, c'est des choses que nous, on a commencé à faire dans mon équipe il y a quelques années, et on était assez
effarée, pour le dire, du manque de connaissances qu'il y a même chez les semenciers, par exemple, dont le fonds de commerce est de sélectionner des variétés pour différents traits. Et en fait, il y a un déficit de connaissances énorme sur les traits en lien avec l'interaction avec l'insecte. Pourquoi ? Notamment pour les cultures légumières, et je parle du chou en particulier, qui est une des thématiques qu'on a travaillées. Parce que généralement, la sélection des variétés se faisait sous contrainte phytosanitaire, et donc on n'avait pas du tout de connaissances. Donc quand on veut partir, on a assez peu de connaissances de la diversité qui existe et ce sur quoi on va pouvoir travailler. Donc on part de très très loin avec peu de connaissances a priori. Donc si vous combinez tout ça, ça explique pourquoi ça va lentement. Et il faut rajouter à ça aussi le fait que des spécialistes de ces questions-là, finalement, il n'y en avait plus beaucoup. Maintenant, on en crée de nouveaux. Il y a de nouveaux chercheurs à travers notamment les études d'ingénieurs ou les études à l'université, les doctorats, des gens qui se spécialisent là-dessus. Mais il y a eu quand même un déficit pendant pas mal d'années autour de ça. Donc, on manque de spécialistes et c'est vrai qu'on revient toujours sur les mêmes. Et donc, la deuxième question... La recherche participative, si vous pouvez expliquer. Alors, la recherche participative, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé, je pense, et qui a été beaucoup mis en avant ces dernières années sur toutes les questions qui ont trait à la biodiversité. Alors, sur ce qu'on a vu ce matin, il y avait pas mal de choses qui étaient plutôt du côté biodiversité, je pense, et qui sont vraiment des questions d'actualité. Mais c'est vrai que finalement, par rapport aux insectes, on est sur une dualité, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des insectes qu'on ne veut pas, donc on va utiliser des moyens pour les éliminer. Mais de l'autre côté, on se rend compte actuellement que ces insectes, finalement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et la façon dont on se rend compte qu'il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est à travers la recherche participative et puis éventuellement des gens qui sont passionnés d'insectes et qui vont faire des observations, des déterminations, des choses comme ça. Dans le domaine de la recherche agronomique, la recherche participative, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins développée, mais par contre, ce qui est très très développé en culture légumière et qui est vraiment extrêmement utile, c'est toute la structuration qu'il y a eu avec notamment les stations d'expérimentation qui sont en relation très très forte. Donc elles ont leur propre dispositif d'observation et d'expérimentation, mais il y a une relation très très forte avec les producteurs et nous on capitalise énormément là-dessus. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut arriver à proposer à des producteurs qui sont sensibilisés à un certain nombre de choses de tester des nouvelles molécules ou des nouveaux protocoles sur leur parcelle. Alors nous sommes arrivés au terme de ce débat. Une question, s'il en reste une, je la prends. Oui. Oui, je voulais revenir sur la question que m'a posée Anne-Marie ce matin par rapport à la prise en compte du rendement, de l'approche économique dans l'évaluation des systèmes de culture. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Damien et lui faire une proposition éventuelle. Au niveau de défis, donc, nous capitalisons sur des données de pratiques culturelles à l'échelle des systèmes de culture. Comme je l'ai dit ce matin, on se heurte à la diversité des systèmes que l'on a au sein de nos filières. Et je voulais savoir s'il était possible éventuellement d'échanger pour nous aider à structurer nos données et éventuellement à les remettre dans un cadre peut-être un peu plus général, comme vous l'avez évoqué, en termes de partenariat et peut-être d'implication d'autres interlocuteurs. Merci, donc on pourra en discuter. Donc j'avais déjà travaillé sur des questions avec des agronomes, donc notamment pour l'évaluation avec François Lecomte à l'unité plantes et système horticole à Avignon, où justement on avait essayé d'avoir une analyse un petit peu plus globale pour tenir compte à la fois des... le gros problème, en fait, finalement, je pense que c'était par rapport à une remarque d'un des intervenants tout à l'heure sur apprécier le chant des grenouilles. Et finalement, c'est comment on arrive à faire rentrer ça, en fait, dans le calcul à la fois des producteurs, mais aussi au niveau de la filière, pour arriver à comparer des filières plus ou moins vertueuses. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a finalement. Ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous avez remarqué que la parité était plus que parfaite? C'est la première table ronde où... Mais c'est pareil. Hein. Mais voilà, c'est pareil, mais bon, ça, on n'y peut rien. Anne-Marie Corticero, merci beaucoup. Sophie Silvasi, Lina Renel, Maude Roblin, merci, ainsi que Jean-Marie Vial, Jean-Claude Dufaux et Damien Rousselière. On vous applaudit bien fort.